Public Sénat, avec le soutien de Groupama, l'assureur mutualiste engagé à vos côtés dans les territoires, présente Salon ouvert. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en direct sur Public Sénat au cœur du 56e Salon international de l'agriculture. Vous le savez, la rédaction se mobilise pour vous faire vivre cet événement en direct. On retrouvera d'ailleurs Tam Tranui, Alexandre Poussard. Ils vous font vivre ce salon de l'agriculture. Ils sont au cœur des allées de ce salon. On les retrouvera dans un instant. Alors ce matin, on va parler de cette thématique des femmes, des hommes et des talents. C'est le thème de cette émission ce matin. Être agriculteur en 2019, qu'est-ce que cela veut dire? De la formation à l'installation. On abordera aussi la question du renouvellement des générations avec mes invités dans un instant. Mais avant cela, le salon, c'est aussi le passage obligé pour les politiques. Ce matin, c'est le président du Sénat, Gérard Larcher, qui est présent au Salon international de l'agriculture. Vous le voyez sur ces images, accompagné d'une délégation de sénateurs, notamment la présidente de la commission des affaires économiques du Sénat, Sophie Primas. Gérard Larcher, qui a expliqué les raisons de sa visite très importante. C'était au micro de Yann Kersia. Écoutez. C'est important d'y être avec mes collègues sénateurs. Ils appartiennent à la commission des affaires économiques, à la commission des finances ou à la commission pour l'Union européenne ou à la commission en charge de l'aménagement du territoire. Parce que l'agriculture est consubstantielle d'un territoire équilibré. Et nous n'oublions pas, l'agriculture, dans une balance import-export qui est très déséquilibrée, est un élément qui nous permet d'équilibrer dans notre déséquilibre. N'oublions jamais 6,5 milliards en positif et en même temps l'alimentation quotidienne des Françaises et des Français. Voilà, Gérard Larcher qui sera notre invité cet après-midi à 17h en direct. Et puis, autre personnalité présente au salon ce matin, c'est le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde. Il est avec vous, Alexandre Poussard. Oui, Jean-Christophe Lagarde, vous êtes tête de liste UDI aux européennes. Ici, c'est un passage obligé, le salon de l'agriculture, pour votre campagne. Vous pensez qu'il y a un espace politique entre Emmanuel Macron, La République En Marche et les Républicains? Bien évidemment qu'il y a un espace politique, puisque il y a grosso modo deux visions de l'Europe. Ceux qui veulent la détruire, je pense à évidemment Le Pen, Mélenchon et quelques autres. Et puis il y a ceux qui veulent la maintenir, c'est Emmanuel Macron. Moi, je veux la transformer. Aujourd'hui, l'Union européenne, elle a besoin d'arrêter d'embêter les Français, d'embêter les Européens, parfois les agriculteurs, sur des détails et de se concentrer sur l'essentiel. Et puisque nous sommes au Salon de l'agriculture, la première des choses, c'est de protéger notre agriculture. Pourquoi? Parce que c'est à la fois la garantie de ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire, qu'on produise suffisamment pour pouvoir manger, quelles que soient les crises qui viendraient. Deuxièmement, parce que c'est un facteur d'exportation extraordinaire aujourd'hui pour nos industries, l'industrie agroalimentaire. Mais surtout parce que c'est la garantie de la qualité. Les Français, d'ailleurs, s'ils sont si nombreux à venir au Salon de l'agriculture, c'est parce qu'ils savent qu'il y a un effort, une exigence, un travail de nos agriculteurs pour garantir la qualité de ce que nous mangeons, mais aussi la qualité environnementale, pour préserver l'environnement. Parce que les premiers à vivre de l'environnement, ce sont les agriculteurs. Alors comment vous positionnez par rapport à un Emmanuel Macron qui samedi a défendu une Europe agricole forte et une politique agricole commune forte? Mais je suis d'accord pour qu'on ait une Europe agricole forte, mais M. Macron devrait dire comment. Moi, je fais une proposition simple. On a le Brexit. La Grande-Bretagne avait, vous savez, un rabais. C'était 6 milliards d'euros. 6 milliards d'euros qui étaient rendus aux Britanniques. Il se trouve que ces 6 milliards, on peut les garder désormais et faire en sorte que le budget agricole, contrairement à ce qui est prévu par l'Union européenne aujourd'hui, avec l'assentiment de la France, le budget ne diminue pas, mais au contraire qu'il augmente. Aujourd'hui, ils ont prévu une diminution de 3 milliards d'euros pour la PAC chaque année. Moi, je veux non seulement 3 milliards d'euros qui soient maintenus, mais 3 milliards de plus en utilisant le rabais britannique, 3 milliards de plus pour aider à la transformation de notre agriculture, en gagnant en performance, en gagnant du côté environnemental et en gagnant aussi en recherchant des nouveaux produits. On a eu les débats sur le glyphosate et sur des tas d'autres produits. Ce débat, il est simple, il faut chercher des produits qui soient sains. Vous ne pouvez pas supprimer un produit, même s'il est mauvais, au prétexte qu'il nuit à l'environnement et détruire l'agriculteur en même temps. Il faut donc donner à l'agriculteur les moyens d'avoir un produit sain. Cet argent, l'Union européenne, elle est capable de le donner. Aujourd'hui, en réalité, cet argent est disponible. Voilà comment on peut construire une agriculture en maintenant le budget de la PAC, voire même en l'augmentant grâce au rabais britannique. Alors justement, sur le glyphosate, vous êtes contre un objectif contraignant d'en sortir complètement dans 2 ans?
Mais tout ça est en réalité une fumisterie. Pardon de le dire, on a tous besoin de sortir du glyphosate. Mais pour sortir du glyphosate, il faut un produit de remplacement. Sinon, nos agriculteurs vont voir leur production baisser de 30-40%. Leurs produits vont être plus chers, vous ne les achèterez pas et vous achèterez des produits espagnols, des produits italiens, des produits allemands qui auront été, eux, fabriqués avec du glyphosate. Donc vous continuerez à manger du glyphosate, si j'ose dire, alors même que vous aurez tué les agriculteurs français. C'est ensemble qu'il faut parvenir à le faire. Vous savez, l'Europe, en réalité, c'est un moyen, quand on met en commun, d'être plus fort, d'avoir plus de capacité à résister, entre guillemets, à tous les événements mondiaux que nous subissons. Et l'exemple que je veux donner, c'est que par exemple, en ce moment, nous avons de nombreuses terres agricoles qui sont achetées par des Chinois, par des étrangers, par des gens extérieurs à l'Union européenne. Ces terres agricoles, elles doivent être protégées par l'Europe. Les Allemands commencent à se poser la question, nous devons nous poser la question. Il y a plusieurs milliers d'hectares qui ont été achetés par des sociétés chinoises pour produire quoi? À nourrir, à manger pour les Chinois. Ils touchent même des subventions européennes aujourd'hui, alors qu'en réalité, leur production est destinée au marché chinois. Pardon de dire qu'on ne va pas pouvoir le faire seul au niveau français, le faire au niveau européen pour protéger nos terres, nos agriculteurs et ce que nous produisons pour manger nous, ça me paraît une meilleure solution. Défendre l'agriculture européenne. Merci Jean-Christophe Lagarde d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes tête de liste UDI pour les élections européennes. Merci beaucoup Alexandre pour cette réaction. Être agriculteur en 2019, c'est donc le thème de notre émission Salon ouvert ce matin. Pour en parler, 6 invités. J'ai le plaisir d'accueillir Nicolas Desfontaines. Bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes sociologue, spécialiste du monde agricole. Également sur ce plateau, Nicolas Couder, bienvenue à vous. Vous êtes éleveur en Haute-Vienne, éleveur de cochons et de vaches. Vous êtes un habitué du salon puisque votre truie de race Cunoir Galilée en était l'égérie en 2013. Bienvenue à vous. 2 sénateurs sont également présents sur ce plateau. Olivier Jacquin, bonjour. Vous êtes sénateur socialiste de Meurthe-et-Moselle. Vous êtes agriculteur, tout comme Jacques Lenné. Bonjour, merci d'être avec nous, sénateur centriste du Morbihan. J'accueille également Maxime de Rostolan. Bonjour. Vous êtes coordinateur des fermes d'avenir. Elles ont été créées, ces fermes, en 2013, avec un objectif, c'était de montrer que l'agroécologie pouvait être plus rentable que l'agriculture conventionnelle. On va en parler dans un instant. Et puis Pascal Ferré, bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes producteur de lait et de viande bovine et vous êtes le président de la Chambre d'agriculture de la Manche. Bienvenue à tous les 6. Ce matin, il est donc question sur ce plateau de l'attractivité des métiers d'agriculteurs. Avant d'en parler, je vous propose de voir ce reportage de Fabien Recker. Il est allé en Bretagne à la rencontre de Thomas et d'Héloïse. Héloïse, elle a 23 ans. Elle est apprentie dans une exploitation porcine et elle nous explique sa passion pour ce métier. Regardez. À 20 ans, Héloïse a trouvé sa voie. Depuis 5 mois, elle travaille comme apprentie dans une exploitation porcine. Pour la première fois, elle supervise seule la période des mises bas. Là, les porcelets, ils ont entre 1 jour et 3 jours. C'est leur première semaine de vie. Donc là, ça crie un peu. En plus d'un BTS, la jeune femme est titulaire d'une licence en génétique animale. Mais rien ne vaut l'expérience de terrain acquise grâce à l'apprentissage. Petit à petit, j'apprends tous les jours et je deviens de plus en plus autonome. Jean-Claude Cade, patron de l'exploitation, est satisfait des progrès de son apprenti. Avec lui, ça se passe très bien en fait. On a une fille très motivée, qui est très engagée, qui aime bien le travail. En fait, il s'intègre parfaitement à l'équipe et donc c'est vraiment formidable. Mais l'éleveur est inquiet de perdre Héloïse à l'issue de son apprentissage. La filière porc manque cruellement de main-d'œuvre qualifiée. Les éleveurs s'arrachent des profils comme celui d'Héloïse. Une pénurie à l'image du manque de renouvellement des générations dans l'agriculture. La Bretagne, territoire pourtant dynamique, voit 500 jeunes agriculteurs s'installer chaque année. Mais avec 1500 départs en retraite par an, le solde reste négatif. Ça tient certainement aussi à des changements aussi au niveau du monde agricole. Nous, parents, agriculteurs et parents, on ne met plus la pression, par exemple, sur nos enfants pour reprendre nos exploitations. Donc les enfants d'agriculteurs aujourd'hui peuvent faire d'autres choix. Je pense que ça tient aussi à un déficit d'image qu'on peut avoir. Puisque il faut qu'on retravaille, nous, agriculteurs, agricultrices, à l'attractivité de nos métiers. Allez. Hop. Thomas n'est pas enfant d'agriculteur. C'est par choix qu'il s'est lancé dans la production laitière avec 2 BTS en poche. En 2016, il rachète l'exploitation de Christian Jégu avant d'embaucher ce dernier sur la ferme. Un passage de témoin
qui a permis à Thomas de bénéficier du savoir-faire de l'ancien propriétaire pour se lancer. Le plus important, je pense, c'est son œil d'éleveur. Il y a quand même plus de 40 ans d'expérience et l'œil, pour un éleveur, c'est très important. Et c'est vrai que avec lui, du coup, c'est ça qu'il a réussi à me transmettre aussi, l'œil de l'éleveur sur le troupeau. Les parcours d'Héloïse et de Thomas montrent en tout cas que l'agriculture suscite toujours des vocations. Mais le temps presse. D'ici 10 ans, près d'un agriculteur français sur 2 partira à la retraite. Nicolas Desfontaines, une réaction à ce qu'on vient d'entendre. Cette agriculture, elle attire toujours autant. Est-ce que c'est un secteur qui recrute selon vous? Alors, c'est un secteur qui recrute, c'est surtout un secteur qui recrute au sein de la famille. La transmission des exploitations reste une affaire pour l'essentiel familiale. Et même si on a le pourcentage de d'installations hors cadre familiales qui augmente, ces installations hors cadre familiales sont en fait à 50% liées à des parents agriculteurs eux-mêmes. Donc la transmission reste une transmission familiale, je dirais. Il y a toujours beaucoup de bienveillance de la part des Français sur ces métiers. Oui, on est d'ailleurs bien placé ici au salon pour en parler. Effectivement, on s'aperçoit que l'agriculture garde une sympathie aux yeux des Français, l'agriculture française. On a un salon de l'agriculture, ce qui n'est pas le cas de tous les pays dans le monde, et un salon de l'agriculture qui se passe à Paris, qui est une vraie fête chaque année. Et donc oui, l'agriculture a une visibilité en France très forte. Les agriculteurs ont une visibilité sociale très forte comparé à d'autres professions. Je me tourne vers vous, Nicolas Couder. Être agriculteur en 2019, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? L'agriculture a beaucoup évolué par rapport à ce que faisaient nos parents il y a 30 ans. Aujourd'hui, être agriculteur, c'est avant tout être gestionnaire, être chef d'entreprise. Et ça, il ne faut pas l'oublier, notamment dans la formation. Aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à nos jeunes à gérer une entreprise parce que les enjeux sont très très importants au niveau des flux financiers brassés et de la rentabilité de nos fermes n'est pas si pertinente que ça. Donc il y a beaucoup de gestion à faire au quotidien. Alors justement, on va voir aussi l'évolution de ces métiers dont vous parlez, puisque Tam Tranui, vous êtes au cœur de la ferme digitale. On parle de ces nouveaux métiers, la haute technologie, ça touche aussi les nouveaux métiers agricoles, Tam. Et oui, effectivement, Delphine, sachez qu'aujourd'hui, les métiers de l'agriculture passent par beaucoup d'innovations et par de nombreuses start-up. C'est ce dont nous allons parler avec Florian Breton. Bonjour, vous êtes coprésident de l'association de la ferme digitale et vous êtes également le fondateur de Mimosa. On va en parler dans un instant, mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est la ferme digitale et quelle ampleur ça a pris ces dernières années? Alors, la ferme digitale est une association qui regroupe les principales start-up françaises qui sont dédiées à l'agriculture. On a lancé cette initiative il y a tout juste 3 ans. Où on a été 5 startups et aujourd'hui on est 35 membres adhérents de la ferme digitale. Ça représente plus de 450 salariés pleinement dévoués et engagés pour accompagner par le numérique et les innovations une agriculture performante, durable et citoyenne. Et aujourd'hui c'est une véritable demande de la part des agriculteurs? Oui, on se rend compte désormais que près de 9 agriculteurs sur 10 sont connectés à Internet. Vraiment les usages du numérique apportent plus de compétitivité aux exploitations françaises, amènent un usage aussi des approvisionnements, des achats en ligne et désormais aussi le financement qui passe directement par le numérique et les citoyens. Donc c'est un véritable enjeu aujourd'hui d'accompagner par la révolution numérique, après avoir connu la révolution verte, l'essor de l'agriculture française et de ses transitions. Alors Florian, on va justement parler de la start-up que vous avez créée. Cette start-up, c'est Mimosa. C'est une plateforme en fait de financement participatif. Bon, on connaît ça dans pas mal de domaines, le financement participatif. Qu'est-ce que ça a de spécifique en matière d'agriculture? En fait, j'ai lancé cette initiative il y a tout juste 4 ans avec pour ambition de révolutionner le financement de l'agriculture française en apportant des outils innovants, rapide, simple d'usage pour réinventer un petit peu l'expérience du financement des agriculteurs en leur permettant aussi de se tourner directement vers les consommateurs en finançant leurs projets. Donc on a développé différentes offres de financement, ce qu'on appelle le don avec contrepartie qui permet de lever en moyenne 7 à 10 000 euros, le prêt désormais où les Français placent leur épargne pour financer des projets et perçoivent des intérêts sur leur placement en moyenne à 3,5%, donc ça c'est jusqu'à 200 000 euros et désormais on a lancé une nouvelle offre qui s'appelle Mimosa Transition pour des grandes exploitations avec une capacité de financement allant jusqu'à 1 million d'euros en faisant intervenir aussi les entreprises, donc la trésorerie des entreprises françaises, pour financer la transition du modèle agricole français.
Qui est-ce qui a recours aujourd'hui à vos services, Florian? Est-ce que ce sont plutôt des jeunes agriculteurs? Est-ce qu'il y a tous les types d'agriculteurs et dans quel domaine? En fait, on a à peu près toutes les filières et toutes les régions françaises qui sont représentées sur la plateforme. L'âge moyen de l'agriculteur qui lève des fonds chez nous, c'est 42 ans. Donc, vous voyez, pas que des jeunes agriculteurs. Et c'est à peu près 25% de projets d'installation de projets. Tout le reste étant, donc pour 75%, des projets de développement, de diversification d'activités, d'acquisition de fonciers, de cheptels, etc. Donc vraiment, c'est tout stade de vie. C'est la grande révolution que nous proposons aujourd'hui aux agriculteurs. Sur la question de la ferme digitale, vous me disiez en 3 ans on est passé de 5 à 35 startups. Quel type de start-up y a-t-il désormais aujourd'hui? Alors il y a des startups par exemple dans l'agriculture connectée, donc c'est la gestion du big data par les stations météo, par la gestion des données, les approvisionnements, c'est-à-dire un Amazon de l'agriculture qui s'appelle Agriconomie, Équilibre qui gère aussi les exploitations, leur permettant de ne pas saisir de données informatiquement et qui gère tout par les data. Vous avez aussi des startups comme Poskai, Les Grappes qui représentent 800 vignerons aujourd'hui en ligne pour proposer directement auprès des consommateurs l'achat de bouteilles de vin et d'expérience à la ferme. Donc c'est assez révolutionnaire. On a aussi des drones, des robots de désherbage automatique, une vraie alternative aussi au glyphosate qui est un sujet qui crispe un petit peu la société. Donc vous voyez, c'est tout cet essor par le numérique et par les innovations d'une agriculture dite de précision et qui se tourne vers la société civile qu'on porte aujourd'hui avec la ferme digitale. Bien, merci beaucoup Florian d'avoir répondu à mes questions, bien retour à tous ces métiers, tous ces métiers de l'innovation aujourd'hui dans l'agriculture. Merci beaucoup Tam pour cette réaction. Maxime de Rostolan, même question, être agriculteur en 2019, qu'est-ce que c'est pour vous? Bonjour, déjà c'est être agricultrice, comme ne le montre pas notre plateau, il y a 50% des gens qui s'installent en agriculture qui sont des femmes, et merci à elles. Et effectivement, à mon avis, aujourd'hui, l'agriculture, c'est travailler avec la nature et essayer de régénérer les écosystèmes. On a perdu 80% des insectes en 30 ans. Dans 10 ans, à ce stade-là, on ne sait plus produire. Donc, il me semble absolument indispensable, et je profite d'avoir des sénateurs ici pour le rappeler, d'enseigner la biodiversité dans le cursus agricole. C'est un des amendements qui a été censuré par le Conseil constitutionnel, qui avait pourtant été adopté par la loi. Donc on en reparlera peut-être. Je ne vois pas en quoi c'est un cavalier législatif de ne pas de parler de tout ça. Bref, donc je pense qu'aujourd'hui, l'agriculteur, c'est bien plus que produire de la nourriture. C'est capter du carbone, entretenir la santé des gens, faire vivre les territoires, préserver la qualité de l'eau, voire la régénérer, faire de l'eau propre et évidemment créer de l'emploi. On a perdu l'agriculture, le modèle intensif et industriel a aujourd'hui, en 30 ans, fait perdre 80% des emplois d'agriculteurs. Et 250 000 agriculteurs vont partir à la retraite d'ici 2025. Si le job qu'on propose aux candidats volontaires pour la reprise, c'est de bosser 70 heures semaine pour toucher 350 € par mois, pour faire une nourriture qui est, somme toute, d'une qualité tout à fait critiquable, et on voit bien la pression citoyenne qui monte là-dessus, je ne suis pas sûr qu'on trouve beaucoup de volontaires. Si en revanche on dit les agriculteurs et les agricultrices demain vont faire vivre les territoires, vont entretenir la santé des gens et économiser des dépenses publiques, parce que c'est bien ça, il faut économiser des dépenses publiques. Aujourd'hui, l'agriculture industrielle et chimique coûte très cher à la société, et je pense que le gros enjeu et le défi des générations à venir, ça va être de remettre l'agriculture comme un secteur qui crée de la richesse et du bonheur pour les gens et les territoires. C'est comme ça, Pascal Ferré, qu'on va justement redonner un petit peu d'attractivité à ce métier. Vous êtes d'accord? Alors, redonner de l'attractivité au métier, oui, et on voit aujourd'hui, effectivement, par rapport à ce qui a été dit, des gens qui n'avaient aucune origine agricole s'intéressaient très peu au métier, soit en intégrant des structures associatives, ce qu'on appelle des GAEC, soit en créant leur propre exploitation. Il y a énormément de techniques ou technologies qui donnent à ces jeunes-là des possibilités de se remettre, de faire le métier qu'ils ont envie de faire. Et puis, ne pas oublier, c'est que l'agriculture va encore se loger, et surtout dans l'élevage, là où personne ne va plus. Et on oublie effectivement ce rôle de régulateur, d'entretien des espaces qui ont une tendance à se refermer. Et il y a des jeunes intéressés par des vrais challenges de société. Oui, Olivier Jacquin, votre réaction, et notamment sur cet aspect censure du Conseil constitutionnel, sur cet aspect biodiversité dans le cursus agricole. C'est une décision de droit, donc on n'a pas
à la juger en tant que telle, puisqu'on est dans un état de droit, mais moi, elle m'a particulièrement choqué. C'est pas la seule qui a été censurée. Celle aussi sur les semences de ferme a été censurée, et tout un certain nombre de mesures qui nous semblaient aller dans le bon sens. Moi, je les ai votées au Sénat, de faire en sorte que l'agriculteur soit plus proche de son environnement et de raisonner la marge plus que le produit brut agricole. Et là, il y a une question importante de pouvoir vivre de son métier correctement et de ne pas travailler, entre guillemets, pour des prunes dans un modèle qui n'a pas de sens. Jacques Lenné, votre réaction? On voit véritablement cette évolution des métiers à travers ce qui a été dit sur ce plateau. Une évolution avec, comme vous le voyez, des filières importantes, donc autant de métiers. C'est pas la même chose que d'être céréalier, que d'être éleveur de porc. Donc c'est un ensemble de métiers, et aujourd'hui, pour être agriculteur, il faut une bonne formation, il faut être solide. C'est un métier difficile, mais en même temps passionnant, et je pense que sur les différents métiers, on demande à l'agriculteur non seulement de produire, mais aussi de vendre. Et c'est là la grosse difficulté, avec des inconnus sur les marchés, des inconnus aussi sur tout ce qui va se faire en matière de développement agricole. Donc je crois qu'il faut être absolument courageux pour se lancer dans ce métier. Mais je vois qu'il y a des jeunes motivés. Il y a surtout aussi l'appui sur les organismes agricoles, parce que souvent l'agriculteur se trouve seul dans son exploitation et il a besoin de se retrouver pour voir aussi comment évoluent les choses. On a besoin de savoir énormément en matière d'octroi de subventions notamment. Il faut être à la fois aussi juriste, il faut être comptable, donc c'est un métier avec beaucoup de facettes. Le métier d'agriculteur aujourd'hui. Vous parlez de formation, Jacques Lenné, on va justement retrouver Alexandre Poussard, puisqu'il est avec Justine. Elle est en CAP fromager, un CAP qui vient juste d'être lancé, Alexandre. Oui, avec Justine Verger qui va entrer l'année prochaine en CAP fromagerie. Et Justine, ce CAP fromagerie, il n'existait pas avant. Non, pas du tout. En fait, on s'est rendu compte que la filière n'était pas assez valorisée, donc on a décidé, l'établissement a décidé d'inclure cette formation au sein de l'établissement pour pouvoir le mettre un peu plus en avant. En fait, c'est une formation qui consiste... je vais être dans une entreprise et je vais surtout valoriser la vente, la promotion des produits fromagers et crémiers. Et donc ensuite, quand je reviendrai sur mon établissement, on va surtout voir la théorie, l'hygiène, la fabrication de tous ces fromages et les crèmes. Alors donc toi tu as une réelle passion pour le fromage, et donc tu as grandi dans les Vosges et dans une exploitation laitière. Exactement, mes arrière-grands-parents avaient une ferme. Et donc en fait, j'adorais, quand j'étais petite, j'adorais aller avec mes arrière-grands-parents à la ferme, avec les vaches, etc. Et je me suis dirigée donc déjà dans l'hôtellerie-restauration parce que je savais qu'il y avait des fromages, etc. Et du coup après, au fur et à mesure de mes stages et de l'évolution de ma formation, je me suis rendu compte que vraiment c'était quelque chose qui n'était pas assez mis en avant. Et je me suis dit qu'il fallait que je fasse une formation plus spécialisée pour pouvoir, moi, promouvoir comme je l'entendais, mais comme j'avais envie de le faire, en fait. Alors, donc, une réelle passion pour les fromages. Alors, parle-nous un peu notamment du fromage de chez toi, le Münster, que tu apprécies beaucoup. Oui, j'adore le Münster. Alors, certains diront que c'est un fromage qui sent pas très très bon. Mais en fait, moi j'adore le manger. Alors on peut le manger chaud sur des pommes de terre avec des lardons, pas très diététique tout ça, mais et puis également froid avec du pain, c'est plus traditionnel. C'est un fromage qui a assez de caractère. Bon, après. Est-ce qu'il y a d'autres fromages aussi dont tu as envie de parler Alors, dans les autres fromages que j'aime bien, il y a le morbier par exemple, qui a la cendre au milieu. C'est un fromage qui traditionnellement est fait avec, en bas vous avez la couche de la traite du matin, la cendre au milieu et au-dessus la couche de la traite du soir.
Moi, je conseille de manger ce fromage vraiment nature, sans pain, sans rien, sans artificiel. C'est un fromage qui est vraiment très bon, qui prend du caractère avec l'âge et qui s'affine au fur et à mesure du temps. Alors dans ton top 3 des fromages, tu places aussi le Sainte-Maure de Touraine, c'est ça? Oui, exactement. J'affectionne aussi particulièrement les fromages de chèvre. Le Sainte-Maure de Touraine, c'est ce fameux fromage qui a donc une paille au milieu, qui est très reconnaissable, et donc il est en fait coulant juste sur l'extérieur et à l'intérieur assez ferme. C'est un fromage que j'aime beaucoup agrémenter avec de la figue. Ça se marie assez bien, le sucré salé comme ça, c'est assez sympa. Merci beaucoup Justine de nous avoir fait partager ta passion pour les fromages, et puis on espère que ton CAP fromagerie va bien se dérouler. Merci beaucoup Alexandre Poussard pour nous avoir fait découvrir justement ce CAP de fromagerie. Nicolas Desfontaines, on le voit aujourd'hui les écoles d'agriculture sont quand même assez pleines avec de nouveaux diplômes qui apparaissent bien, chaque année. Oui, effectivement. Après, je ne sais pas exactement est-ce qu'ils pourront tous être agriculteurs, hein, puisqu'on l'a dit, on l'a répété, hein, depuis les années 70, c'est une profession qui se vide drastiquement, avec 4 départs à la retraite pour un exploitant qui s'installe. Donc oui, ils ne seront pas tous agriculteurs, loin de là, mais il y a une diversification effectivement des professions, des métiers dans le domaine agricole. Ouais. Nicolas Couder, vous êtes venu d'ailleurs avec votre fils. Est-ce que lui, il est intéressé justement pour reprendre l'exploitation familiale? Oui, il est un peu jeune, mais il est tout à fait intéressé, notamment par la partie animale. Voilà, ce qui est important chez nous dans le monde de l'élevage, c'est de développer cette fibre animale, fibre agricole, parce qu'avant tout, pour être agriculteur, il faut être passionné. Et pour être passionné, il faut aimer les animaux, il faut aimer ce qu'on fait. On parle beaucoup des aides à l'installation aussi, à l'accès au foncier. Ça, c'est une dimension importante quand on souhaite se lancer dans cette profession. Il faut avoir déjà des garanties en ce qui concerne un accès au foncier. Oui, alors c'est vrai, comme mon collègue disait tout à l'heure, la partie sociétale permet d'avoir un accès au foncier. Beaucoup d'agriculteurs, fils agriculteurs, sont plus à même de reprendre des fermes. Mais aujourd'hui, nous, on s'aperçoit que chez nous, on a aussi des gens extérieurs au monde agricole qui reprennent des fermes et qui, je pense, apportent un plus aussi au métier agricole et apportent une diversité, une autre vision. Et ça, aujourd'hui, c'est très bénéfique pour le monde agricole. Maxime de Rostolan, parce qu'on le disait, les agriculteurs sont de véritables chefs d'entreprise. Ça peut faire peur de s'installer. Est-ce qu'on est bien renseigné? Est-ce qu'on a des aides quand on veut s'installer pour devenir agriculteur? Je pense qu'il y a énormément d'associations qui, depuis des décennies, assurent l'accompagnement, l'aide à l'installation, etc. Je pense que la typologie des gens qui s'installent est en train de changer. Hein. Vous disiez 15%, moi je pense que c'est plutôt 40% de hors-cadre familial qui s'installent aujourd'hui. Donc c'est une nouvelle typologie de gens et ils n'ont pas la même culture hein, c'est non issus du monde agricole, ils n'ont pas d'héritage paysan et ils demandent un accompagnement un petit peu différent. C'est la raison pour laquelle on a créé Ferme d'Avenir. Là, on est sur des nouveaux types d'accompagnement. On fait par exemple du compagnonnage. On rajoute d'ailleurs une dimension sociale puisqu'on fait du compagnonnage avec des réfugiés qui sont dans leur pays paysan et qu'on met aujourd'hui porte de la Chapelle, ce qui est un petit peu dommage. Donc on fait ce type d'accompagnement sur des années. Voilà, et en gros, je pense que l'idée aussi, c'est de comprendre que le métier de paysan va changer. Vous parliez des différentes filières, grande culture, élevage, maraîchage. Moi, je pense que l'enjeu dans les années à venir, c'est de remettre la ferme France sur un modèle de polyculture élevage, à la plus petite échelle possible. Alors, quand on disait ça aux États généraux de l'alimentation, la FNSEA ou d'autres nous disaient oui, mais la ferme France est déjà de la polyculture élevage. Regardez, on fait des céréales dans la Beauce, c'est de l'élevage en Bretagne. Merci. Enfin, en termes de flux de matière, c'est quand même pas idéal. L'idée, c'est maintenant de rajouter, et ça va permettre de faire du non-labour en bio. Ça permettra de rallonger les rotations et ça va changer le métier d'agriculteur dans les années qui viennent. Et donc votre fils, j'en suis convaincu, pratiquera pas le métier de la même manière que vous le faites aujourd'hui. Et j'espère qu'on réussira à regagner l'autonomie sur les fermes. Oui, Pascal Ferré. Oui, le rôle des chambres d'agriculture, si effectivement le monde associatif est très présent dans le cadre de l'installation, n'oublions pas quand même que l'État
déléguer aux chambres d'agriculture d'être guichet unique pour effectivement la formation, pour le parcours à l'installation et donner un coup de main aux jeunes à partager un projet. Là où je suis complètement d'accord, on est derrière le modèle unique en production animale ou végétale est derrière nous. Aujourd'hui, on est sur un système beaucoup plus mixte où il y a des aspirations totalement différentes des jeunes. Il y a ceux effectivement qui ont la chance de pouvoir reprendre l'exploitation familiale. Donc ces gens-là, on les accompagne pour aussi les mettre face à leurs responsabilités. Et les responsabilités, c'est quoi? Elles ne sont pas que financières ou pécuniaires. C'est la notion de risque, c'est la notion de fragilité vis-à-vis de la santé. Un jeune qui s'installe sur une exploitation de taille assez importante, analyse tous les paramètres sauf celui-ci. Et ça, on s'aperçoit qu'il y a des drames humains derrière ça. Deuxième sujet, quand des jeunes partent sur production fermière et vente à la ferme. On leur dit, faites bien attention, vous avez un produit magnifique, mais il faut être disponible 8 jours, 7 jours par semaine, parce que le consommateur, c'est lui qui dirige. Il vient chercher le produit quand il en a besoin. Donc, c'est de la permanence. C'est très agréable, c'est de la permanence. Le rôle des chambres, c'est aussi, derrière, de mettre les gens en lien de solidarité. Moi, j'entends ce qui a été dit tout à l'heure, qu'il soit de la FNSEA, de la Confédération Paysanne, peu importe. L'important pour moi, et pour nous, Chambre d'agriculture, je suis éleveur dans une zone de marais en zone Natura 2000. Si on ne change pas les paramètres, dans 10 ans, personne ne voudra prendre ma place parce qu'on est plus à aller sur une technique avec la charrue que d'avoir des vaches dans une zone humide. Alors que l'un n'est pas opposé à l'autre. Il faut effectivement les parfaire. La polyculture élevage a son sens, si ce n'est que un territoire qui a perdu son élevage ne le retrouvera pas. Ou très difficilement. Et ça, c'est une grande difficulté. La spécialisation des territoires et des régions va poser un problème à terme. Monsieur parlait à juste titre de l'agriculture biologique. L'agriculture biologique, sans effluents d'élevage, sans fumier, etc., n'a pas de sens parce qu'on n'aura pas la matière organique pour pouvoir nourrir le sol. Vous voyez, c'est une alchimie complexe. La ferme France est belle, elle est diversifiée, mais il faut maintenir nos spécificités et notre qualité. Olivier Jacquin, des conseils à l'installation de jeunes qui voudraient se lancer dans cette profession? Mais c'est très bien d'avoir commencé votre émission avec 2 portraits de jeunes qui ont envie, qui veulent s'installer. J'ai cru que vous alliez le commencer sur le thème du suicide des agriculteurs et de la désespérance. Donc là, c'est très positif. Mais c'est pas un métier simple. Un des collègues a dit qu'il fallait être passionné. Je crois que c'est un parcours extrêmement complexe. Il faut vraiment parler maintenant des agricultures, des formes d'installation différentes. J'étais récemment à un truc qu'on appelle la rentrée du comice. Vous savez pas ce que c'est ? La rentrée du comice, non, c'est le comice agricole. Et donc il y avait une grande réunion, ils présentaient les 15 qui s'installaient dans l'année. Il n'y avait pas 2 exploitations identiques. Et c'était tous des systèmes très différents. Vous y alliez dans ce genre d'endroit il y a 15 ans ou 20 ans, c'était soit céréales, soit les viandes, céréales, quelque chose comme ça. Mais vous avez du maraîchage, vous avez de l'arboriculture, vous avez des formes très très diversifiées sur une même caractéristique, travailler dans la nature, être son propre patron. Et ça, c'est pas simple. Moi, j'ai vu beaucoup de gens ne pas réussir à s'inscrire dans ce modèle-là qui fait qu'on n'a pas le revenu qui tombe à la fin du mois, mais des revenus annuels ou irréguliers. C'est très complexe à gérer. Et puis être inséré dans un milieu avec la vie familiale et professionnelle, tes proches, c'est très particulier, mais c'est plutôt génial. Alors Olivier Jacquin, on va continuer ce débat, mais on va retrouver Tam Tranui, puisqu'il y a aujourd'hui un job dating qui est organisé justement pour présenter l'attractivité du métier d'agriculteur aujourd'hui. C'est à vous, Tam. Et oui, effectivement, Delphine, je suis à quelques mètres de vous avec Morgane Oyo, qui est directeur adjoint aux affaires sociales à la FNSEA. Vous avez donc organisé ce job dating. En quoi ça consiste exactement et à quels besoins ça répond? Alors, le job dating, c'est un événement qu'on organise depuis 3 ans, qui regroupe les entreprises qui cherchent des postes, qui recrutent, et des demandeurs d'emploi qui cherchent à intégrer la filière alimentaire. Alors justement, je précise, c'est en fait un job dating qui regroupe les acteurs de la filière alimentaire, c'est-à-dire de la production agricole à la transformation. Pourquoi vous avez lancé cette initiative? Est-ce qu'il y avait vraiment besoin de se faire rencontrer les uns et les autres? C'est difficile de trouver les bons profils pour une entreprise? C'est difficile pour quelqu'un qui a fait ce type d'études de trouver son premier emploi? Alors en fait, on s'est alliés au niveau de la filière alimentaire, c'est-à-dire des entreprises à la fois de la transformation et des entreprises de la production agricole, parce qu'en fait, on a les mêmes difficultés, à savoir des difficultés de recrutement.
Pourquoi? Parce qu'on a une image qui n'est pas forcément très bonne vis-à-vis du grand public. Et puis, parfois, on a aussi des conditions de travail qui sont aussi spécifiques. Travailler avec le vivant, la matière, c'est des fois perçu comme des conditions de travail difficiles. Les horaires, le chaud, le froid. Donc, on s'est alliés pour faire cet événement, qui est à la fois un événement pragmatique, on va dire, c'est-à-dire faire rencontrer des entreprises et des candidats, et à la fois aussi en termes de communication, d'image. Est-ce que c'est un secteur qui embauche aujourd'hui, l'agriculture? Oui, alors on est sur la production agricole. Quand on parle de l'agriculture, moi je parle de la production agricole. Oui, on recrute environ 30 000 personnes par an. Eh bien, merci beaucoup Morgane, et on va justement aller voir comment se passe ce job dating. Vous voyez, il y a beaucoup de monde ici, c'est assez étroit, et on va en discuter avec Corinne. Bonjour, vous animez justement ce job dating aujourd'hui. Comment ça se passe et en quoi ça consiste exactement? Alors, ce job dating n'est pas un job dating comme les autres. On l'appelle le Meeting for Job Agri-Agro. Pourquoi? Parce que nous proposons aux candidats des rencontres collectives avec des recruteurs. C'est très important. Il y a combien d'entreprises aujourd'hui présentes sur ce stand? Aujourd'hui, 20 entreprises de l'agriculture et de l'agroalimentaire et des très belles entreprises. Et alors comment ça se passe? Les gens ont combien de temps pour pouvoir se présenter, expliquer ce qu'ils cherchent, les entreprises, pour dire les profils qu'elles recrutent? Alors comment ça se passe aujourd'hui? Donc l'entreprise, elle a 4 minutes pour se présenter et ensuite elle donne la parole aux candidats. Eux ont 2 minutes tour à tour et se présentent les uns devant les autres pendant 2 minutes. Et l'idée, c'est de se dire qui je suis, ce que je fais et pourquoi je suis là aujourd'hui. C'est ça qui est important. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a déjà des entreprises qui ont été séduites, ou est-ce que tout de même, après ce moment assez rapide de présentation, eh bien, il y a tout un processus de recrutement? Comment ça se passe? Alors bien sûr, ce job dating ne permet pas en effet d'être recruté tout de suite. C'est ce qui permet en effet de détecter des candidats en effet potentiels et de pouvoir les rencontrer sur des recrutements beaucoup plus, on va dire, classiques. Bien, merci beaucoup Corinne d'avoir répondu à mes questions, alors que toute la journée se tient donc aujourd'hui une journée de job dating où les recruteurs peuvent rencontrer de très nombreux candidats. Merci beaucoup Tam pour cette initiative. On parlait tout à l'heure de l'accès au foncier. Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, était à l'invité de notre matinale Territoire d'Info. Je vous propose de l'écouter. Pour elle, il est indispensable justement de favoriser, de sanctuariser cet accès au foncier pour les jeunes. Écoutez. Je pense qu'il y a encore trop de consommation, de bétonisation du foncier agricole, qui est un vrai patrimoine, une vraie richesse. Les agriculteurs ont besoin de conserver ce foncier-là, mais nous nous rendons compte que très souvent, les règles d'urbanisme sont soit utilisées à l'extrême, soit contournées, et que nous perdons chaque année beaucoup d'hectares, notamment dans le sud. Donc, bien sûr, on ne peut pas arrêter le développement économique, mais je crois qu'il faut raisonner le foncier autrement. Il y a encore dans notre pays beaucoup de friches industrielles, beaucoup de friches de tous ordres, militaires, des dents creuses dans les villes. Il faut penser l'aménagement de façon plus économe, comme le font les Suisses, qui ont un petit territoire, comme le font les Allemands aussi. Et on sait qu'Emmanuel Macron a promis un projet de loi justement sur cette question de l'accès au foncier. Marc Fesneau, le ministre en charge des relations avec le Parlement, a détaillé ce projet au micro de Tam Tranuit. C'était hier, écoutez. On voit bien qu'on a un sujet, c'est la difficulté pour des jeunes à trouver des terres disponibles pour pouvoir s'installer. 2, le fait qu'on est en train de faire une transition d'un système de ferme familiale vers un système de ferme à vocation capitalistique qui fait que les fermes s'agrandissent sans forcément que le noyau dur de l'exploitation soit un noyau familial. Puis 3, il y a un troisième sujet, c'est le sujet de l'accaparement des terres par parfois des investisseurs étrangers. Or, on a besoin d'avoir une souveraineté sur notre foncier, parce que la souveraineté sur le foncier, c'est la souveraineté sur notre alimentation. Puis on a un dernier sujet dans la loi foncière, c'est de faire en sorte que le fait qu'on grignote de plus en plus de foncier est un vrai problème pour de très grandes zones d'activité ou pour d'autres sujets. On a besoin de mieux maîtriser encore le foncier pour faire en sorte que nous préservions l'outil de travail des agriculteurs au fond et en fait au bout notre alimentation. Et donc on verra les étapes législatives. Il y a un premier travail qui a été fait à l'Assemblée nationale, au Sénat d'ailleurs aussi, pour faire en sorte de regarder les principes. Après la loi viendra en suivant, mais voyez les grands principes, c'est rendre possible l'installation pour des jeunes, y compris sur des petites unités, éviter ce qui est la transformation vers des grandes sociétés avec plusieurs centaines ou plusieurs milliers d'hectares. Et 3, éviter le fait que des investisseurs étrangers viennent s'accaparer les terres françaises. Jacques Lenay, il faut préserver notre souveraineté sur le foncier. Il en va de notre souveraineté alimentaire, nous dit Marc Fesneau.
Sans terre, il n'y a pas d'agriculture. Il est évident que le foncier est un problème. Un jeune agriculteur qui s'installe, à moins d'être dans une structure familiale ou dans une structure GAEC ou EARL, ça facilite les choses, mais quand il faut tout acheter, le cheptel, le matériel et ensuite le foncier, la banque quelquefois ne va pas au bout du projet. Donc c'est un problème. Il y a quand même la commission des structures qui permet quand même de donner l'autorisation d'exploiter. Ça permet quand même d'équilibrer un peu les choses. Mais malgré tout, il faudra songer à comment faire pour garder le foncier et pouvoir installer nos agriculteurs. Donc c'est en fait le projet de loi que l'on connaîtra, qui sera bientôt à l'Assemblée et au Sénat. Mais enfin, c'est un point important pour l'installation de nos jeunes. Parce que c'est vrai que certains agriculteurs étaient propriétaires, mais avec la faible retraite qu'ils ont, ils sont quelquefois obligés de vendre leur terrain pour avoir quelques ressources pour leurs vieux jours. Donc tout ça aussi, c'est un ensemble de choses qu'il faudra prendre en compte. Oui, on va continuer ce débat, mais on continue nos duplex avec vous, Alexandre Poussard, puisque vous êtes avec Bruno Retailleau. C'est le président du groupe LR au Sénat, sénateur de la Vendée. Oui, Bruno Retailleau, la présence d'un sénateur ici au Salon de l'Agriculture, c'est très important pour défendre le territoire. Bien sûr, c'est une évidence. On ne peut pas parler de territoire sans parler de l'agriculture française. Nous sommes une puissance agricole. Malheureusement, en termes de compétitivité, nous avons régressé. La Hollande, petit pays, et même l'Allemagne sont passés devant nous. Non pas parce que nos savoir-faire agricoles ont régressé, mais c'est parce que tout simplement que nos agriculteurs croulent sous le poids des impôts, des taxes, des contraintes, des charges que d'autres agriculteurs de pays voisins européens n'ont pas. Mais en tout cas, quand on a à cœur la France, on a à cœur aussi l'agriculture et nos territoires. Alors, pour retrouver cette compétitivité, il faut une politique européenne agricole forte? Il faut deux choses. Il faut d'abord qu'on mette de l'ordre chez nous. En France, on a beaucoup trop de normes, encore une fois, on surtranspose les directives, notamment européennes, on a trop de charges, notamment sociales, et trop de fiscalité. Et ça, il faut mettre en ordre nos finances publiques, baisser les dépenses publiques pour pouvoir alléger notamment les charges des agriculteurs. Et puis bien sûr, il faut les soutenir au niveau européen de deux façons. D'abord avec la politique agricole commune. Aujourd'hui, il y a un énorme risque d'une baisse d'environ 15%, au-delà même de ce que peut représenter le retrait britannique de l'Union européenne. Et il faut aussi soutenir avec de vraies frontières. À quoi ça sert de signer des accords de libre-échange si, avec ces accords de libre-échange, on importe par exemple du blé qui contient des substances qu'on interdit pour nos agriculteurs. Donc nous, on est heureux d'avoir des produits agricoles de qualité, mais il faut aussi que cette qualité-là, on l'exige pour des produits extérieurs à l'Europe. Donc il faut que l'Europe ne soit pas une passoire, qu'elle défende vraiment nos agriculteurs. Alors nous sommes ici sur le stand ovin du hall 1 du Salon de l'Agriculture, et vous avez un peu un animal fétiche, hein, c'est le mouton vendéen, le mouton de chez vous. Je vois que vous connaissez bien le dossier. Oui, j'ai un bélier, j'ai 12 brebis, actuellement j'ai 18 petits agneaux. Voilà, c'est le meilleur mouton au monde. D'ailleurs, les pays étrangers ne s'y trompent pas parce qu'il se passe quelque chose pour le mouton vendéen. Il n'y a jamais eu autant d'exports. Et c'est un animal qui est à la fois, vous voyez, bien conformé. Alors lui, ça n'est pas un mouton vendéen. Ils sont juste à côté de nous. Et c'est un animal, franchement, qui tire son épingle du jeu. Voilà. Et au niveau de la viande, elle est très bonne. C'est une excellente viande, c'est une qualité bouchère, les brebis élèvent bien leurs petits. Voilà, on réalise à peu près, il y a 1,5 petits par brebis. Donc voilà, je suis l'ambassadeur aujourd'hui du mouton vendéen. Très bien, merci beaucoup Bruno Retailleau de nous avoir parlé d'agriculture et plus précisément du mouton vendéen. Merci beaucoup Alexandre Poussard pour cette réaction en direct. On continue notre débat sur le métier d'agriculteur. Mais avant cela, on voit aussi Édouard Philippe, le Premier ministre qui est arrivé. C'est son deuxième jour sur place. Il est accompagné du ministre de l'Agriculture Didier Guillaume et puis de la ministre en charge de l'Outre-mer Annick Girardin, puisqu'aujourd'hui, il va passer une partie de sa matinée justement au chevet des Outre-mer. On parlait, Nicolas Desfontaines, de cette question de l'installation et de l'accès au foncier. Est-ce qu'on a encore suffisamment de terres agricoles disponibles pour les jeunes qui souhaiteraient s'installer? Alors, est-ce qu'on a assez de terres disponibles? Bon, je ne suis pas du tout un spécialiste du foncier agricole. Globalement, la SAU n'augmente pas. La surface agricole utile française n'augmente pas. Elle est concernée justement par ce problème de l'agrandissement.
qui continue. C'est un processus de concentration des exploitations qui se poursuit, notamment dans certaines régions, notamment les régions céréalières, mais pas seulement. Donc, effectivement, ce problème de foncier se pose et se posera toujours, puisqu'on continue ce processus qui a démarré depuis 4 ou 5 décennies maintenant avec la modernisation agricole, ce processus de concentration foncière dans les exploitations. Même s'il peut être atténué par une diversification des modèles, mais qui ne représente pas l'ensemble de l'agriculture française. Olivier Jacquin, parce qu'on a entendu Christiane Lambert nous dire on perd des hectares, il y a trop de bétonisation. Oui, ça c'est un problème et je crois qu'il fait consensus. Il y a une attention nationale à éviter la consommation foncière pour l'urbanisation, mais il y a une autre question, c'est l'augmentation du prix foncier au-delà de la valeur économique dégagée sur un hectare qui va poser un problème énorme. Le revenu agricole que vous tirez d'un hectare de terre n'a plus de correspondance directe avec sa valeur économique. Et d'où la question de l'accaparement des terres, la terre valeur refuge, la forêt c'est un peu la même situation, ça pose aussi des questions. Donc s'installer demain, ce sera encore plus complexe, plus difficile, il faut vraiment agir de manière extrêmement forte là-dessus, sauf qu'on n'arrivera pas à agir sur l'offre et la demande de foncier. On aura le même problème que sur les mètres carrés liés à la construction au cœur des villes où ça flambe. Et mon collègue évoquait tout à l'heure les gens qui sont obligés de vendre à la retraite. Il y a un autre phénomène, les gens qui ne vendent plus, qui font exploiter leur ferme, ça dépend des productions. Ils ont plus et pendant ce temps, ils gardent les hectares qu'ils ont en propriété et leur patrimoine augmente. Là, on est sur une équation très difficile, très complexe. Et il y a beaucoup d'installations qui se font sur des formes nouvelles, diversifiées, qui nécessitent peu de foncier. Mais l'exploitation, entre guillemets, classique de 100 hectares à reprendre, si vous venez les mains dans les poches, non, il faut avoir gagné au loto. Et on a une question très difficile. Nicolas Couder, vous avez combien d'hectares? Vous avez fait expertiser votre exploitation? Nous la ferme est composée de 210 hectares de SAU plus 25 hectares de bois, dont la moitié est en propriété familiale. Et l'autre moitié est en fermage. Alors quand je dis propriété familiale, c'est que lors de mon installation, j'ai été confronté à ce problème malgré tout, parce que même si je me suis installé dans le cadre familial, quand vous avez un cheptel à racheter et du matériel à racheter, la nécessité, et quand vous avez des frères et sœurs, et que la nécessité est de créer des formes sociétaires, notamment GFA, pour pouvoir étaler un peu la reprise de ce foncier. Mais c'est vrai que je rejoins Monsieur le Sénateur qui disait que aujourd'hui, il faut bien être conscient que le foncier, les prix sont complètement déconnectés de la rentabilité qu'un agriculteur peut trouver sur un hectare de terrain. C'est vraiment ceux qui investissent dans le foncier, c'est vraiment des gens qui ont les moyens d'investir, les moyens de placer de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne peuvent plus acheter ce foncier, ou alors la solution, c'est de s'associer sous forme sociétaire. Ça, c'est une réelle opportunité pour les jeunes de pouvoir rentrer dans les formes sociétaires et de pouvoir acquérir une partie de terrain, ne serait-ce que 20 ou 30 hectares, qui peut amener une activité de diversification sur nos fermes. Pascal Ferré, il faut avoir gagné au loto aujourd'hui si on veut justement acheter du foncier? Avoir gagné au loto, c'est une hypothèse. Avoir la chance d'avoir des parents qui ont eu une exploitation et la transmettre est une deuxième chose, qui est souvent le cas. Il y a des nouvelles formes d'investissement aujourd'hui, au travers d'outils comme selon la SAFER, comme peut être Terre de Liens, où c'est effectivement un partage. Il y a des gens qui ont de l'argent et qui acceptent de le mettre à disposition sur du foncier. Alors le foncier a une vertu, c'est que quand il est en terre agricole, il est protégé par des textes. Et je rappelle qu'en France, les textes qui datent d'après-guerre sont des textes quand même très importants sur lesquels le syndicalisme est très attaché et nous sommes très attachés. On protège le foncier. Par contre, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que nous avons des apporteurs de capitaux qui sont prêts à mettre plusieurs centaines de milliers d'euros dans des outils sécurisés, des contrats. Et ça, c'est une opportunité. Mais surtout, c'est de dire aux jeunes et à ceux qui ont la chance de pouvoir avoir envie de faire ce métier,
La notion de taille n'est pas un synonyme de revenu, de qualité de vie. Il faut qu'on casse ce système, quelle que soit la production. Il y a un moment donné, vous savez, pour faire un revenu, il y a deux ceux. Soit c'est que des prix, très bien. Il faut des prix, mais il faut aussi maîtrise des charges. Il faut regarder son environnement. Donc l'ensemble de ces sujets fait que je pense qu'on est au bout d'une martingale. L'agriculture française n'est pas synonyme de ranching comme aux États-Unis ou dans les grandes plaines d'Afrique du Sud, etc. Elle est de façon territoriale déjà très différente parce qu'on est limité par les habitations, par les routes, il y a des infrastructures, donc il faut en tenir compte. La deuxième, c'est pas notre culture. Et on parle, j'ai été président de lycée agricole pendant 10 ans. Et quand j'intervenais devant des jeunes en TA ou en TS, en BTA, BTS, en formation un an avant de s'installer au Ferro-Chaud, on dit faites bien attention sur le choix stratégique que vous êtes amené à faire et le périmètre de votre entreprise. Et on s'aperçoit que quand on donne ce genre de conseils, il y a un prisme qui est en train de se mettre un peu en place. Donc je pense que les jeunes qui aspirent continueront pour les uns à garder le modèle qu'on leur a dû enseigner pendant des années, et d'autres regardent ça d'un œil différent. Mais attention aux doux rêves et aux mirages. Le foncier, c'est une chose, l'accès au métier en est une autre. Et on n'a pas parlé, parce qu'on n'aura pas le temps de parler de tout. La formation. Il faut absolument avoir des jeunes de plus en plus formés. Je rappelle qu'en France, on a rendu obligatoire des formations. À mon époque, c'était quasiment pas de formation ou un niveau CAP. Vous allez dans les pays comme la Hollande, c'est niveau ingénieur pour bénéficier des aides publiques. La formation tire vers le haut ce métier et donne un regard totalement différent. Maxime de Rosselan. Oui, effectivement, mais d'ailleurs, ce serait bien dans la formation d'intégrer cette notion de biodiversité. Une petite précision sémantique, genre quand même, on est en train de parler d'exploitation. Il ne faut pas s'étonner que si quelqu'un exploite, il va avoir envie d'agrandir. Plus on exploite, plus on a envie d'agrandir son exploitation. Mais je ne sais pas, on est une ferme. C'est des fermes, on travaille avec la terre, on travaille la nature, on n'est pas là pour l'exploiter. Parce que qu'est-ce qui se passe? On a perdu, à force d'exploiter, 30 à 50% de la matière organique de nos sols. Les terres sont dégradées, on ne peut plus produire dedans. Si, on peut produire en rajoutant de la chimie. Et donc du coup, en étant dépendant du prix du pétrole. Moi, je demande juste un truc à tous nos politiques, à tous nos représentants. On refait juste un calcul, on fait une projection avec le baril à $200. Que devient la ferme France? On met le baril à $200 et bien malin le politique qui peut dire que le baril ne viendra pas un jour à $200. Autre chose. Moi, on a proposé des amendements. La loi État généraux de l'alimentation a cristallisé beaucoup d'espoir. On est arrivé sur un truc un petit peu tiède, mou, qui satisfait largement les lobbies, un peu moins les citoyens. Une des propositions qu'on faisait, c'était au même titre qu'on fait un diagnostic de performance énergétique quand on vend un appartement ou une maison ou un immeuble. Pourquoi on ne ferait pas un diagnostic de performance biodive, sol, des fermes, lorsqu'on transmet une ferme? Un agriculteur qui a défoncé son sol à force de labourer, à force de rajouter plein de produits et qui n'a donc plus de biodiversité, verrait le prix de son bien dégradé et en fait, il ne le ferait pas. Le but, c'est pas qu'il gagne moins quand il vend sa ferme, c'est juste qu'il arrête de défoncer son sol. C'est le seul moyen de capter du carbone aujourd'hui. Je rappelle que le secrétaire général de l'ONU, qui n'est quand même pas un altermondialiste à Dred, dit qu'en 2 ans, si on n'a pas changé de système, on est mort. D'accord? Et changer de système, c'est ici que ça commence. Il faut arrêter d'exploiter, il faut commencer à recréer de la biodiversité, capter du carbone, préserver la santé des gens et créer de l'emploi là-dedans. Et c'est une immense opportunité. Et en fait, la beauté de la chose, c'est que les 50% de hors cadre familial qui veulent s'installer aujourd'hui, ils ne veulent pas s'installer pour faire des exploitations industrielles, ils veulent s'installer pour faire de l'agroécologie, pour redonner du sens à leur vie. Justement, et à notre destin. On va retrouver Tan Tran Nui qui est aux côtés de la présidente d'une association que vous connaissez certainement, Graines d'Éleveurs. C'est à vous. Et oui, je suis avec Pauline qui, à 18 ans, vient du Vercors et est à la tête de cette association Graines d'Éleveurs. Alors, qu'est-ce que c'est cette association? Alors, c'est une association d'enfants d'agriculteurs où on est 27 jeunes de 6 à 18 ans et on se retrouve tous ensemble pour différents projets. C'est important de créer de la cohésion entre les enfants d'agriculteurs. Oui, c'est très important parce que c'est un métier dur et qu'on s'est rendu compte qu'on se voyait beaucoup pour les comices, mais qu'entre nous, il n'y avait pas vraiment de lien. C'était plutôt le jour de la présentation et pas les autres moments de l'année. Est-ce qu'il y a des difficultés spécifiques au fait d'être un jeune agriculteur ou un jeune éleveur aujourd'hui? Ah bah là, c'est pas facile, le monde agricole n'est pas facile, mais dans le Bleu du Vercors, on a la chance d'avoir une AOP qui facilite un peu le travail, mais c'est une AOP qu'il faut maintenir en ayant de la cohésion entre nous. Et de quelle façon vous vous entraidez aujourd'hui, notamment grâce à votre association?
Alors nous, pour l'instant, on s'entraide pas trop, c'est plutôt pour se connaître dans la bonne humeur. On a différents projets et pour ça, on fait des ateliers pour préparer ces projets. Et du coup, ça nous permet de passer des moments ensemble. Alors, on va voir également, vous êtes venu avec votre veau. Il s'appelle Orchidée. Quel âge a-t-il et de quelle race est-il? Alors, elle a 5 mois, c'est une génisse de race Villard de Lens, la race du Vercors. Et donc, c'est important pour vous de venir sur ce salon avec votre veau, présenter comme ça votre passion? Alors, pour nous, c'est l'occasion de faire voir notre territoire. La Villarde, une race qui a failli disparaître. Et pour nous, c'est important de la mettre en valeur. Et pourquoi a-t-elle failli disparaître, Pauline? Alors, c'était une vache qui servait surtout pour le travail. Et pendant la guerre, elle a permis de nourrir... les soldats s'en sont servis pour se nourrir. Et après la guerre, quand les tracteurs sont arrivés, il y avait... Soit il fallait nourrir la personne, soit en faisant du lait, soit de la viande, et elle n'a jamais été sélectionnée avant, comme c'était une vache pour le travail. Et du coup, petit à petit, elle a été remplacée par la Montbéliarde ou la blonde d'Aquitaine, la Charolaise. Un mot enfin sur vos études, votre parcours, et puis sur la manière dont vous voyez aujourd'hui le métier d'agriculteur ou d'éleveur. Quel avenir vous voyez-vous? Alors moi, je suis en première année de BTS Axe, c'est de la gestion agricole en Savoie. Et après, je veux m'installer dans la ferme familiale d'ici quelques années. Ça fait plusieurs générations que vous êtes agriculteur dans votre famille? Oui, ça fait plus de 3 générations. Et on transforme à la ferme. Et du coup, je voudrais continuer la transformation tout en ayant un élevage à côté, mais à plusieurs. Et est-ce que vous êtes plutôt optimiste par rapport à l'avenir de ces métiers aujourd'hui? Tant qu'on est dans une filière de qualité et qu'on la préserve, c'est plus facile. Il y a de l'avenir. Après... il y aura toujours de l'avenir, même pour n'importe quel agriculteur, parce qu'il faut nourrir les personnes. Mais ça risque de se compliquer. Il va falloir trouver des solutions pour que tout le monde puisse vivre du métier. Bien, merci beaucoup, Pauline, d'avoir répondu à mes questions sur ce beau stand du Vercors avec votre veau Orchidée. Merci beaucoup, Tam. Jacques Lenné, on voit Pauline, 18 ans, elle est déjà très investie. Ça représente la nouvelle génération d'agriculteurs, d'agricultrices, puisqu'on a enfin, Olivier Jacquin, des exemples féminins dans cette émission. Je dirais que ça fait plaisir de voir des jeunes se lancer. On disait tout à l'heure qu'il y avait de moins en moins d'enfants d'agriculteurs à se lancer dans l'agriculture. Moi, ça a été mon cas. J'ai aucun de mes enfants qui a pris la suite, mais là, ça fait plaisir de... en fait, c'est pas l'agriculture, l'horticulture, mais c'est quand même assez rapproché. Donc là, je leur souhaite bien du courage, mais on a vu aussi que même sans être enfant d'agriculteur, on avait de plus en plus, moi je vois sur ma commune, il y a de plus en plus de jeunes à s'installer. Et je crois que c'est la passion du métier. C'est aussi cette formation dont on parlait tout à l'heure qui est nécessaire. Il faut être vraiment armé et dans tous les domaines parce que savoir élever, savoir cultiver, ça ne suffit pas. Il faut aller encore plus loin. Il faut bien sûr être bon gestionnaire. Il faut savoir vendre. Et puis, bien entendu, de l'agriculture conventionnelle à l'agriculture bio, il y a un pas quelquefois à franchir, certains le font et je crois qu'il faut une place pour tout le monde. Je crois qu'en France quand même, on peut dire une chose, c'est qu'on produit bien et de bons produits et je crois qu'on peut être fier de ce que l'on produit et ce que produisent nos agriculteurs. Nicolas Desfontaines, avec des métiers nouveaux qui sont apparus, avec une forte dominante technologique. Quels sont-ils ces nouveaux métiers inhérents au métier d'agriculteur ? Alors oui, il y a une diversité des tâches et d'ailleurs quand on interroge les agriculteurs, c'est l'un des moteurs principaux de leur engagement dans le travail, des aspects positifs de leur travail, c'est cette richesse des tâches. Mais justement, c'est aussi un aspect très fort de leur souffrance au travail. Cet élargissement des tâches qui crée une pénibilité mentale, qui crée une pénibilité physique, qui crée une charge mentale très très forte dans le métier. Et donc finalement, cet aspect... Même s'il y a des améliorations technologiques, par exemple si je prends la traite des vaches, on voit que beaucoup de choses ont évolué, il y a quand même une évolution technologique qui permet de rendre le métier moins pénible. Alors,
sans doute la pénibilité physique au travail s'est améliorée. Par contre, sur l'aspect pénibilité mentale du métier, celle-ci, elle perdure. Et notamment, hein, ce dont les agriculteurs se plaignent beaucoup, c'est tout ce qui entrave leur indépendance. Il y a une tension très forte, hein, ce qui fait l'unité de la profession, finalement, c'est cette idéologie de l'indépendance. C'est la non-subordination salariale. C'est ce qui leur fait, finalement, refuser Et le monde salarial. qu'est-ce qui entrave leur indépendance, selon vous? Et qu'est-ce qui entrave leur indépendance? Ce que eux disent qui entrave leur indépendance, c'est la paperasserie. Mais c'est la paperasserie, pourquoi? Parce que c'est aussi lié à un choix du métier qui n'est pas celui qu'ils rêvaient, en fait, notamment. Et c'est la paperasserie, et puis c'est la crainte de la dépendance économique aussi. C'est ce qui motive le métier, c'est cet idéal d'indépendance, cet idéal d'autonomie financière qui peut être contrecarré dans les faits, notamment pendant les périodes de crise, par exemple. Nicolas Couder, c'est une réalité, ça, les charges administratives, elles sont lourdes, difficiles à gérer pour les agriculteurs? Oui, elles sont lourdes, mais j'ai envie de rebondir là-dessus. C'est que aujourd'hui, bien sûr, les agriculteurs se plaignent de la paperasserie, mais elle est nécessaire. Elle est nécessaire aussi. On parlait de formation tout à l'heure. Et la formation des agriculteurs, de nos jeunes, va nous permettre aussi de mieux supporter cet aspect gestion, cet aspect, on va dire, bureaucratie, paperasserie, parce qu'on n'en sortira pas forcément. On peut le limiter, on peut le simplifier, mais c'est une partie de gestion qui est très importante. Et la formation, aujourd'hui, doit nous permettre à nos jeunes d'acquérir justement plus de facilité et à faire ça, et d'avoir moins ce côté pénible que les sociologues découvrent en interviewant le monde agricole. Et moi, ce que je voudrais revenir, c'est que j'ai la chance de travailler aux côtés des jeunes, notamment sur le salon. Ça fait quand même pas mal d'années que je travaille avec les jeunes sur le salon, et je suis toujours émerveillé de voir nos jeunes, la motivation qu'ils ont. Alors bien sûr que tous ne feront pas agriculteurs, mais il y a tellement de métiers qui gravitent autour de l'agriculture, et ces jeunes-là, j'ai envie de les féliciter pour l'investissement qu'ils mettent et la passion qu'ils mettent dans leurs études. Et justement, il faut les aider à pouvoir faire de leur passion leur métier. Maxime de Rostolan. Ouais, enfin, la paperasserie, on peut quand même pas mal s'en affranchir, hein. Enfin, si le numérique a une vertu, c'est sans doute pour éviter justement ces tonnes de paperasse. En revanche, le numérique, on parlait de dépendance, le numérique va rajouter de la dépendance. Enfin, tous les gens qui avaient des bagnoles, des 2 chevaux, etc. se souviennent bien, hein. Enfin, la bagnole, elle a un problème, on sait le réparer, on ouvre le capot. Aujourd'hui, si on rajoute de l'électronique là-dedans, on ne saura plus le jour où le robot désherbeur ou le machin ne sait plus combien il faut irriguer et qu'il y a un problème, etc. On est totalement dépendant. Ça vous est déjà arrivé, Maxime de Rostolan, cette situation? Moi, j'ai un combi Volkswagen et effectivement, je mets les mains dedans, mais je me garderais bien de mettre les mains dans une bagnole électronique. En revanche, il y a une autre chose qu'il faut prendre en considération. Je suis désolé de revenir avec un sujet environnemental, mais en 1940, avec 1 calorie fossile, on savait produire 2,4 calories alimentaires. D'accord, on transformait un peu d'énergie fossile en beaucoup d'alimentation. Aujourd'hui, il nous faut 7 à 10 calories fossiles pour produire une seule calorie alimentaire. On a divisé par 25 notre efficacité énergétique pour produire de la nourriture depuis l'époque de nos grands-parents. C'est une insulte à l'intelligence humaine que d'être 25 fois moins efficace que ses grands-parents. Et je vous explique pourquoi. C'est les méthodes de production avec force tracteur, force phyto, le côté mondialisé de l'agriculture qui fait qu'il y a des trucs qui arrivent après avoir parcouru 1000 bornes dans votre assiette. Le corollaire de ça, c'est qu'il faut tout emballer, c'est du plastique. Et ensuite, le régime carné qui est beaucoup plus énergivore. Et enfin, si on rajoute en bonus le fait qu'on a fait baisser le prix de l'alimentation, donc on jette 30% de ce qui a été produit. Globalement, encore une fois, en termes de dépendance, rajouter de la technologie là-dedans, c'est de la dépendance énergétique, c'est de la dépendance technologique. Je pense que c'est une fausse bonne idée, et en plus, ça accroît le gap avec les agricultures du Sud. Je rappelle que 98% des paysans du monde n'ont pas de tracteur. 98% des paysans du monde n'ont pas de tracteur. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, nous, à mettre des drones et des trucs qui désherbent tout seuls? C'est pas utile, les nouvelles technologies en matière d'agriculture? Pascal Ferry, vous n'êtes peut-être pas d'accord? Elles sont indispensables. Les outils de la décision, les nouvelles technologies vont nous faire basculer d'un système qui date effectivement des années 50-60
avec le recours à la chimie, le recours aux énergies fossiles. Je ne partage pas entièrement le côté. Faut faire attention à ne pas être caricatural sur l'agriculture française. Deux choses. La première, ces outils vont permettre effectivement à s'affranchir d'un certain nombre de choses en tant que transparent. Mais il faut que dans le même temps, parce que j'entends depuis les états généraux de l'alimentation, la montée en gamme, la montée en gamme, la montée en gamme. Oui, la montée en gamme, pour quel prix? La montée en gamme, il faut aussi que ceux qui parlent beaucoup de ce challenge soient très attentifs. Il y a ce qu'on demande à son boucher et ce qu'on achète en plat cuisiné. Moi, je suis quand même désolé de voir aujourd'hui qu'on est nettement plus intransigeant pour soi-même que pour ses enfants ou ses grands-parents qui sont en maison de retraite sur lesquels on a des plats cuisinés non tracés, du poulet du Brésil, etc. C'est ça la vérité aussi. Donc, le virage est en train de se prendre tranquillement. Il ne faut pas opposer les modèles. Le deuxième sujet, par rapport à la rapidité d'exécution. Les choses sont en train de se mettre en place. Enfin, je suis normand. Le réchauffement climatique, on le voit arriver. C'est la première fois, ça fait 37 ans, je suis exploitant agricole, que je mets des vaches à l'herbe, des vaches laitières, le 15 février dans les marais de 40 ans. Enfin, ça n'existait pas avant. Donc, vous voyez, il y a des choses qui sont en train de percoler. Et puis, le troisième niveau, c'est le rôle aussi des encadrants. Quand je dis encadrants, c'est les champs d'agriculture, c'est les outils économiques, c'est ceux qui en parlent et qui aident les agriculteurs à adopter des virages. Ce qu'il faut par contre, c'est que le caractère administratif et réglementaire soit compréhensible et logique. Il ne faut pas, effectivement, et on a un projet de loi sur le foncier qui va arriver, il faut qu'il permette effectivement d'avoir une vision de l'avenir. L'agriculture d'hier, c'est terminé. Il faut regarder effectivement ce que les gens vont avoir besoin, ce qu'ils vont demander, ce que les jeunes vont pouvoir souscrire. La deuxième, c'est de prioriser le foncier. La priorisation du foncier, c'est l'installation. La priorisation du foncier, c'est de permettre à certains de s'agrandir. C'est aussi éviter, effectivement, pourquoi les Chinois et les autres sont en train de s'intéresser à notre foncier parce qu'il n'est pas cher. Vous allez en Hollande, en Zélande, une province de Hollande, le foncier agricole, c'est 100 000 € l'hectare. En France, dans les terres, alors évitons le secteur viticole, on est sur des bases de 8 à 10 000. Vous voyez, ça attire de l'attrait parce que la population mondiale, il faudra bien la nourrir. Et certains des gens ont préempté la terre agricole française pour nourrir leur propre population. Oui. Olivier Jacquin. Oui, vous posez deux questions. L'évolution du travail agricole et la paperasse. Sur la paperasse, moi j'ai une exploitation qui est... Je ne suis pas en retraite, j'ai une exploitation qui tourne. Ouais, j'ai une ferme. Et... Ah oui, il faut dire une ferme. Et franchement, il y a des situations, c'est extrêmement pénible. Par exemple, il y a un truc dans la PAC, dans la politique agricole commune, qui s'appelle les mesures agro-environnementales. Moi, il y a quelques années, j'ai coché moins 50% de produits phytosanitaires. Je pense que c'est une bonne mesure, ça allait dans le bon sens. En 2018, j'ai touché le premier paiement. J'ai fait des tonnes de paperasse, dont certaines, on se pose des questions. Vous n'imaginez pas le degré de précision. Ce n'est pas une certification. Il faut faire la preuve qu'on a bien mis la bonne quantité de produits phyto. Et c'est normal qu'il faille faire la preuve. Mais c'est à s'arracher ce qu'il me reste de cheveux. Mais surtout, 3 ans après, vous n'êtes pas payé. Donc on vous met dans des situations qui sont plus qu'exaspérantes. Et là, je regarde le sociologue qui s'intéresse à la désespérance en agriculture, c'est important. Et puis, sur la mécanisation. Moi, je suis sur une ferme en grande culture. Et il y a quelques années, c'est pas vieux que ça, à peu près 5 ans, j'étais au déchômeur dans une parcelle de 16 hectares. J'en avais pour une petite journée. Et j'ai un voisin qui fait faire par une entreprise de travaux agricoles. Le gars, il est arrivé, j'avais même pas fait la moitié, avec un nouvel engin de 600 chevaux sur chenille, 12 mètres de large. Il a raclé son truc en quelques heures. Double de surface que moi. Et là, je me suis dit, c'est fini. T'insistes pas. Là où tu es, ça va être la course à la mécanisation. Et est-ce que tu es en situation de la réussir? C'est comme ça que j'ai pris la décision de passer en bio et de refaire de la valeur ajoutée et de me dire, je vais partir dans cette direction-là parce que le modèle qu'on me propose, sur lequel je suis, le modèle industriel qui est en compétition internationale, il va amener à des fermes gigantesques, tenues en termes avec des nécessités de capitaux énormes, tant pour le foncier que pour le parc de mécanisation. Et ça pose des vraies questions en termes de marge nette qu'il reste pour l'agriculteur. Je voulais insister sur ces 2 points particuliers. On va revenir sur cette question de la mécanisation, mais avant cela, on retrouve une nouvelle fois Alexandre Poussard, puisqu'on parlait justement des difficultés de trouver parfois des repreneurs pour ces fermes. Vous avez un cas concret à vos côtés, Alexandre.
Oui, Delphine, avec Francis et Jordan, 2 éleveurs de vaches béarnaises. Alors Francis, vous êtes en fin de carrière. Comment vous avez organisé votre succession? Je suis en fin de carrière. Et ma succession, ça serait, je laisse tous mes biens à l'association béarnaise et d'espaces naturels. C'est-à-dire que vos terres, vous les donnez à une association? Une association, espace naturel, et mes animaux au conservatoire des races anciennes qui transmettent mon bien à des jeunes agriculteurs qui s'installent dans la région et dans la région de Pau, Béarn, et jusqu'à Bordeaux et plus haut, la Grande Aquitaine. D'accord, c'est-à-dire que vous passez par une collectivité pour transmettre vos animaux et après ils les répartissent à des jeunes qui viennent s'installer, ouais. Mais moi, en ce moment, j'ai une trentaine d'animaux, c'est-à-dire j'ai 6 béarnaises et 25 bordelaises, qui étaient en voie de disparition il y a une dizaine d'années, il y a 20 ans, et là, que les effectifs remontent maintenant. Ça fait une vingtaine d'années que je travaille avec les associations. Voilà. Et alors du coup, vous avez donc transmis vos vaches béarnaises et bordelaises à l'association à l'association qui dispatche les animaux, les produits, à des jeunes agriculteurs qui ont envie de reprendre l'activité. Des jeunes agriculteurs comme... Ils seront suivis, la gestion sera faite par les conservatoires. Voilà. D'accord, des jeunes agriculteurs comme Jordan, vous êtes en voie d'installation pour l'élevage. Comment ça se passe? Ça se passe très bien. Du coup, là, j'ai 2 vaches béarnaises chez moi, à la maison. Et c'est après une licence pro, j'avais fait un stage dans l'association où j'avais étudié les critères technico-économiques dans la race. Et du coup, je me suis pris d'affection pour la vache et voilà, je montais à 15 vaches à peu près béarnaises au niveau de l'exploitation. D'accord, pendant vos études, vous avez développé une passion pour l'élevage bovin? Voilà, c'est ça. L'élevage bovin, à la maison, on a aussi des canards. On fait de l'élevage et du gavage, les deux. Et on a un grand projet de tout rénover au niveau de l'élevage des canards. Et du coup, mettre en place un atelier de vaches béarnaises parce qu'on a des terres qui servent à rien, qui sont en friche, donc du coup, mettre des vaches pour continuer à les faire pâturer, et voilà. Très bien. Merci beaucoup Jordan et Francis de nous avoir montré un exemple de transmission de vaches béarnaises et bordelaises. Merci beaucoup Alexandre Poussard, et on va continuer les réactions des politiques présents aujourd'hui au Salon de l'Agriculture avec vous Tam Trani, puisque c'est Franck Riester, le ministre de la Culture, qui est présent. Et oui, effectivement, Delphine, puisque dans agriculture, il y a bien culture. Et l'agriculture est importante parce que c'est toute une partie de notre patrimoine, n'est-ce pas, Franck Riester? Oui, tout à fait. C'est le patrimoine immatériel culturel de notre pays et qui est entretenu, valorisé, transmis par les agricultrices et les agriculteurs de ce pays. Et donc, le ministre de la Culture est tout à fait sa légitimité, être présent dans ce salon de l'agriculture. Et donc, c'est pour ça que je voulais absolument être là. Vous savez, on a la chance dans notre pays d'avoir un patrimoine immatériel culturel exceptionnel, d'ailleurs qui a été classé notamment pour un certain nombre de ces traditions par l'UNESCO, par le patrimoine mondial de l'humanité, qui est par exemple le repas gastronomique des Français, entre autres, mais il y en a bien d'autres. Il y a tout ce patrimoine qui est préservé, protégé avec les appellations d'origine protégées. Et puis il y a toutes ces traditions agricoles, de fabrication, de savoir-faire, de terroir qui est inestimable et qu'il faut valoriser, protéger et faire vivre. C'est un sujet que vous connaissez bien comme élu de Seine-et-Marne, comme ancien maire de Coulommiers. L'agriculture, c'est un sujet qui vous parle énormément? Oui, je suis élu d'un territoire rural et agricole. Et un de mes combats, toujours d'actualité d'ailleurs, c'est de faire en sorte que le brie de Coulommiers puisse avoir l'appellation d'origine protégée, parce qu'on a besoin de préserver ses savoir-faire et la qualité exceptionnelle de toutes celles et ceux qui travaillent dans ces filières fromage, que ce soit les éleveurs, que ce soit les fabricants de fromage, que ce soit les affineurs, les marchands de fromage. On a toute une filière exceptionnelle. Mais plus largement, il y a tout ce patrimoine inestimable autour de la gastronomie, autour des traditions agricoles qui doit être préservé, valorisé. Et c'est ce qu'on essaye de faire. Avec le fromage, on mange bien sûr de la baguette. Le dossier est en cours. On sait que c'est un sujet qui tient à cœur à certains sénateurs, justement pour qu'il rentre au patrimoine mondial.
Oui, tout à fait. C'est important. C'est un beau projet. Il y a beaucoup d'ailleurs d'autres très très beaux projets autour de ce classement par l'UNESCO patrimoine mondial de l'humanité en matière de patrimoine immatériel. Et donc la baguette fait partie de cette tradition typiquement française qu'il faut valoriser. Bien, merci beaucoup Franck Riester d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Tam pour cette nouvelle réaction. Et puis le ministre de l'écologie François de Rugy est également présent sur ce salon. Il a répondu aux questions de Yann Kersia. Écoutez. Moi, j'apporte un message très positif sur l'agriculture. Je crois en l'avenir de l'agriculture française à partir du moment où l'agriculture française se tourne résolument vers la qualité. La montée en gamme, c'est ce qui permet d'avoir une agriculture qui soit à la fois génératrice de revenus. Les agriculteurs doivent pouvoir gagner leur vie en travaillant la terre, en ayant les différentes productions que nous avons en France depuis toujours, l'élevage, les productions bien sûr de céréales, les productions de fruits, de légumes. C'est la richesse de la France d'avoir cette diversité de production. Et c'est aussi la qualité des produits qui fait la confiance avec les consommateurs. Moi, je suis un petit peu le porte-parole des consommateurs ici à ce salon de l'agriculture qui exige, c'est vrai que c'est une exigence forte aujourd'hui, d'avoir à la fois une qualité de produit et aussi une qualité environnementale. La qualité, c'est aussi le respect de l'environnement, c'est aussi la prise en compte du bien-être animal. Ce sont des exigences nouvelles qui peuvent parfois paraître peut-être un peu difficiles pour les agriculteurs, mais c'est ce qui permet d'avoir une agriculture qui marche main dans la main, bien sûr avec l'environnement. Il n'y a pas d'agriculture sans environnement, il n'y a pas d'environnement sans agriculture, mais qui marche aussi main dans la main avec les Français. Les Français, ils veulent cette agriculture de qualité. Voilà le plaidoyer du ministre pour une agriculture de qualité. Je voudrais qu'on revienne quand même sur cette question de la mécanisation. Comment ça se passe sur votre ferme, sur votre exploitation, Nicolas Couder ? Alors nous, on a la particularité d'avoir une ferme qui est relativement grande et avec peu de mécanisation, parce qu'on a fait le choix justement de travailler avec les outils que nous propose le monde agricole, notamment les CUMA, qui peuvent être un moyen justement de limiter cette mécanisation et limiter cette emprise que peut avoir les charges de mécanisation sur la ferme. Et malgré tout, ça reste un sujet assez délicat chez nous en polyculture élevage, parce que la mécanisation aujourd'hui est présente, trop présente sur nos fermes. Et mange beaucoup de rentabilité. Alors certes, elle apporte beaucoup de solutions aussi, parce que bon, faut pas oublier le bien-être de l'agriculteur. Et aujourd'hui, la mécanisation apporte beaucoup de solutions justement sur ce bien-être des agriculteurs. Mais malgré tout, aujourd'hui, les prix de ces différents matériels font que ça nous mange beaucoup de marge sur la production. Tout le monde n'a pas les moyens d'investir, Pascal Ferré, justement, pour s'équiper. Tout le monde n'a pas moyen d'investir individuellement. Il y a effectivement des structures qui peuvent donner un coup de main, des CUMA, donc matériel en copropriété, des entreprises du territoire qui sont aussi présents. Mais il faut peut-être aussi changer un peu de paradigme. Ça fait 25 ans que je suis en sans-labour. Je passe plus de temps à compter mes vers de terre et à regarder les proto-solaires qu'effectivement compter le nombre de chevaux que j'ai sous le capot de mon tracteur. Enfin, il y a un prisme un peu déformé qui a été fait, parce qu'il faut quand même aussi le rappeler, c'est qu'à la sortie de la guerre, les pouvoirs publics ont pris en main l'alimentation et l'agriculture. Et ils l'ont délégué progressivement aux firmes pétrochimiques. Et ça, il faut qu'on le regarde. Ce qui fait qu'aujourd'hui en France, quand moi, en tant que président de chambre d'agriculture, j'essaie de retrouver un agronome, eh ben c'est extrêmement compliqué. Il y a des pans entiers de la recherche où la France s'est quasiment retirée. Quand on veut s'occuper de biodiversité, étant dans une zone de parc de marais, mais trouver des spécialistes, des entomophones par exemple, ben ce sont aujourd'hui des gens rares et chers. Donc ce que je veux dire par là, c'est que l'agriculture de demain est en train de se transformer. On va revenir à des pratiques sur lesquelles effectivement, on rappelle que le bilan carbone de l'agriculture entre ce qu'on rentre en consommable et ce que l'on stocke est équilibré. C'est le seul secteur d'activité qui peuvent se donner ce genre de gage. Maintenant, faut-il faire attention à ne pas le dégrader. Les techniques sans labour sont des vrais sujets. Les techniques du stockage de carbone en est un autre, moyennant quand même qu'on puisse aussi rémunérer. Je prends un exemple, un groupe d'agriculteurs, 2000 hectares, ils se sont structurés, ils disent bon voilà, on paie 0 terre nue et on va faire des protéagineux. Ils ont fait des pois chiches.
ben, les pois chiches, ils ont toujours sur les bras parce que le pois chiche du Maroc ou d'ailleurs coûte bien moins cher à produire et vient dans nos assiettes comme ça. Donc je pense qu'il y a à regarder, je n'accuse personne. Je dis, voilà, il faut que tout le monde soit bien conscient de ce qui se passe. Il faut réinverser un peu la tendance. Mais n'oublions pas que le déficit majeur pour la France, c'est de remettre de l'élevage là où il a quitté. Vous ne ferez pas d'agriculture biologique si vous ne ramenez pas, à un moment donné, la matière organique. Alors, soit c'est la matière organique végétale, c'est un coût, soit effectivement c'est une richesse, matière organique animale au travers de bovins et autres animaux. Le troisième point, c'est que la mosaïque de nos territoires aujourd'hui est telle qu'on a intérêt de garder cette qualité de vie, cette qualité de territoire. Et les jeunes agriculteurs sont intéressés sur ces nouveaux chalands. Pascal Ferry, un exemple concret de mécanisation de la traite avec Alexandre Poussard. Drone, ça va faire trop. Je suis avec Éric Demouron, qui est alors ici commissaire au Salon de l'Agriculture, mais aussi professeur en lycée agricole et qui a l'habitude d'expliquer la traite comme personne. On est actuellement sur la salle de traite. Alors Éric, la traite en 2019, comment ça se passe ? Alors la traite en 2019, ça se passe 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir, toutes les 12 heures. Donc la première étape, la vache entre en salle de traite. Ensuite, l'éleveur nettoie les 4 rayons avec une petite lingette pour des questions d'hygiène. Ensuite, on éjecte les premiers jets, on regarde à l'aide d'une petite coupe et un produit réactif s'il n'y a pas de souci d'hygiène, de microbes ou autre. Une fois qu'il n'y a pas de souci, eh bien, on branche la vache et on traite. Et ensuite, quand la traite est pratiquement finie, il y a un décrochage automatique. Ça se décroche automatiquement, ce qui allège le travail de l'éleveur. Mais également, on a d'autres systèmes de traite qui allègent le travail de l'éleveur. C'est-à-dire que maintenant, il y a des robots de traite qui font tout ce travail-là. Voilà. Et donc, c'est quand même plus confortable pour l'éleveur qui n'est pas obligé de venir traire à des heures régulières. Il est obligé d'être là, il observe les animaux, mais il n'est pas là en permanence. Donc, ça soulage son travail et donc, c'est confortable pour l'éleveur. Et vous me disiez aussi, ces robots de traite, ils détendent davantage les animaux. Détendre davantage les animaux, oui, mais la traite telle que celle-ci, celle qu'on l'observe, elle détend aussi les animaux. Ce qui est important, c'est que les animaux soient bien détendus. Donc le fait aussi de nettoyer le treillon, donc ça stimule nerveusement la mamelle et donc ça permet à la vache de sécréter une hormone, l'ocytocine, qui va permettre la libération du lait au niveau de la mamelle. Voilà. Oui. Et alors une fois que le lait est libéré, on voit il va dans cette machine. Voilà. Et alors cette machine, elle sert à quoi? Alors le lait, il va ensuite dans un réceptacle à lait. Et ensuite, donc c'est pour permettre de caler le niveau du lait. Et ensuite, il va dans un tank à lait où il est stocké dans une grosse citerne à lait. Et tous les 2 jours, le fromager ou le laitier vient récupérer le lait qui est stocké à 4 degrés Celsius pour éviter que les microbes se développent dans le lait. En général, c'est comme ça que ça se passe. Très bien, donc beaucoup de précautions contre les microbes. Beaucoup de précautions contre les microbes et aussi on tient vraiment bien compte du bien-être de l'éleveur et du bien-être de l'animal. Voilà, on fait très attention à ça et de plus en plus attention. Très bien. Merci Eric de nous avoir expliqué la traite en 2019, ici en direct de la salle de traite du Salon de l'Agriculture. Merci beaucoup Alexandre Poussard et puis on continue, on va retrouver Tam Trami puisqu'on parle aussi de robots qui permettent le désherbage. Tam, c'est à vous. Effectivement, je suis avec Julien Lafont qui est responsable commercial de Naio Technologies et on va parler ensemble de ce robot de désherbage. Alors déjà, où est-il utilisé ? Alors il est principalement utilisé par des petits maraîchers qui ont environ 4 ou 5 hectares, qui font des légumes assez diversifiés et pour la plupart ils se situent en périphérie des grandes villes, vont vendre leurs légumes sur les marchés et sont très souvent en agriculture biologique. Et qu'est-ce que leur permet ce robot qui est plus difficile à faire manuellement ? Alors en fait ce robot, donc avec les outils qui sont juste à l'arrière, il va faire un travail de désherbage mécanique qui normalement est fait de façon manuelle avec une binette par ces agriculteurs-là. Et c'est un travail qui est très pénible, très répétitif, donc une tâche parfaite à robotiser. Alors justement, vous allez me le faire un petit peu fonctionner ce robot, Julien. On va voir comment est-ce qu'il peut se déplacer, notamment. Voilà. La télécommande qui permet en fait de l'emmener jusqu'au champ. Donc vous voyez qu'il se déplace d'une manière assez lente quand même. Donc c'est pour ça qu'on l'utilise principalement dans des petites exploitations. Attention messieurs. Et on peut ensuite baisser le porte-outils pour régler en fait la profondeur des outils. Ce qui va permettre de travailler dans différents types de sols, différents types de légumes. Ensuite, pour le programmer, il faut aller sur le robot.
donner quelques paramètres, par exemple la largeur des rangs, le type de culture, et lancer le robot qui va faire son travail de façon totalement autonome, ce qui va permettre à l'agriculture de soit se développer sur d'autres tâches, soit carrément par exemple partir vendre ses légumes au marché pendant que le robot tourne. Et une fois qu'il a terminé son travail, le robot va envoyer un SMS à l'agriculteur pour lui dire que le travail est terminé et qu'il peut venir le chercher en fin de champ. Un robot qui envoie donc même le SMS pour dire que la tâche est terminée. Vous en vendez beaucoup de ce type de robots qui sont quand même, je suppose, très sophistiqués par rapport à la moyenne des robots? Alors celui-ci, on en a vendu 100 exactement. Donc là, on fête sur le salon de l'agriculture la 100e vente. Donc on est assez fiers de nous quand même parce que sur la robotique agricole, c'est quelque chose d'assez récent. On parle de robotique dans un environnement qui n'est pas du tout contrôlé, avec des conditions parfois difficiles. Il peut pleuvoir, les cultures ont différentes tailles, donc on est assez contents. Et combien ça coûte? Ça coûte ça entre 20 et 25 000 euros. Ah, c'est tout de même un investissement. Eh bien, merci beaucoup Julien d'avoir répondu à mes questions, de nous avoir présenté votre robot. Merci à vous. Merci beaucoup Tam. On imagine qu'on peut se passer de ce type de robot, Maxime de Rostolan, c'est ce que vous nous disiez. Non, mais je pense que c'est fabuleux que l'intelligence humaine arrive à développer ce genre de truc. Et du reste, désherber, c'est une tâche les plus chiantes qui existent, quoi. Donc tant mieux que des robots comme ça arrivent. La seule question, c'est une question de société. Il y a 48% des jobs qui sont automatisables d'ici 2050. Ça, c'en est un. Et heureusement, merci à l'intelligence humaine, on ne va pas se priver de ça. Et on ne va jamais interdire à des geeks de développer des trucs comme ça, donc qu'ils continuent. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait derrière? Est-ce que Naïo, quelle est la capitalisation de Naïo? Comment ils vont redistribuer la richesse? Comment les gens qui vont plus avoir de travail parce qu'en fait, il y a des robots qui le font à leur place, comment ces gens-là vont vivre? Donc moi, ça fait longtemps que je connais Naïo et j'aurais dit, je suis d'accord pour promouvoir vos outils, si vous êtes d'accord pour promouvoir le revenu universel. D'accord? On redistribue les richesses, on fait le revenu universel et alors on se dit que l'intelligence humaine nous permettra, dans quelques années, de ne pas être obligé de travailler pour des tâches chiantes et on mettra des robots à la place. Tant mieux, mais dans ce cas-là, on redistribue les richesses et on offre un nouveau cadre de vie. Maxime de Rostolan, on arrive bientôt au terme de cette émission. Nicolas Desfontaines, si on devait résumer un peu tout ce qui a été dit justement sur ce métier d'agriculteur en 2019, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est un projet de vie maintenant ? Ah oui, ça reste un projet de vie, ça reste un genre de vie, et ça reste un genre de vie avec une imbrication du travail et de la famille qui reste très très fort aujourd'hui. Et je finirai sans doute pour une ouverture, parce qu'on a parlé de l'agriculture, des agriculteurs, mais on n'a justement pas souligné un point qui sont les inégalités très fortes entre agriculteurs. La catégorie socio-professionnelle des agriculteurs exploitants est finalement la plus inégalitaire aussi en termes de revenus, hormis les artisans, commerçants, chefs d'entreprise, en termes de niveau de diplôme. Et là, justement, en fait, tout le contenu d'injonction à la performance qu'on demande aux agriculteurs, performance économique, performance environnementale, eh bien, tous les agriculteurs ne sont pas égaux face à cette capacité, à ces injonctions qu'on leur soumet. Nicolas Couder, vous restez optimiste, vous, justement, sur ces métiers, cet avenir de l'agriculture? Ah oui, moi je suis plutôt optimiste et puis je crois en la capacité d'adaptation du monde agricole, que ce soit nos différentes instances professionnelles ou OPA et surtout nos jeunes. Moi je crois aux jeunes. Je trouve dans le salon des jeunes motivés et je crois en leur capacité d'innover et de nous construire le monde agricole de demain. Eh bien merci Nicolas Couder, merci à vous six d'être venus sur le plateau de Public Sénat. On se quitte sur ces images d'Édouard Philippe, le Premier ministre, qui est toujours au hall 2 pour sa deuxième journée au Salon international de l'agriculture. Vous le voyez sur ces images, il est à l'écoute du public, mais aussi des revendications, et notamment des sénateurs ultramarins et du stand Outre-mer. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve cet après-midi à 16h30 pour un nouveau Salon ouvert. À tout à l'heure. Public Sénat,
avec le soutien de Groupama, l'assureur mutualiste engagé à vos côtés dans les territoires, vous a présenté Salon ouvert.